Je suis là, mais c'est parce que j'ai été cocu. Donc quand t'as une merde qui t'arrive, soit tu dis ouais, y a rien qui va, ou alors soit tu dis bah tiens, je vais essayer de le transformer en quelque chose de positif. Est-ce que t'es prêt? Parce que là, il y a quand même 90 chevaux qui vont t'éclater la tête. Ah ouais, carrément. Mais je suis content d'être venu, dis donc. Attention. Allez, c'est parti! Là, elle est jaune. Toi, tu viens souvent à Cannes en plus. Ouais, grave. Ta Tu mère, viens souvent. Cannes. Ta mère habite Cannes. Et depuis petit, j'adore Cannes. C'est Cannes. Oui, puis Les Cannois, ils sont sympas. Oui. Après, c'est la première fois que je fais un méhari jaune. Bonjour Jenna, comment allez-vous? Oui, vous allez quelque part, on peut vous emmener si vous voulez. Ah d'accord, ah bon. Montez, on vous emmène. Mais regarde-moi cette dextérité. Xavier, c'est un prénom, ça sert à rien. Et alors moi, c'est pire. Hein. Kev, ou alors il y en a qui m'appellent Kiki. Venez, rentrez dans le cadre, sinon ça rentre pas. À bientôt. C'est qui à Monaco? Eh ouais, à Monaco. Mais bien sûr, à Monaco. Mais ouais, on sait la gamme d'affaires. Exactement. Laquelle? Je suis très heureux d'accueillir un mec que j'ai appris à adorer. En ce moment, il est en train de sillonner la France entière avec son spectacle qui s'appelle Cocu, qui s'appelle Kevin Lévy. On est en plein cœur de la Croisette. C'est juste sublime. Alors le JW Marriott nous accueille sur cette très belle terrasse qui s'appelle Sunset Champagne. Non mais là c'est la classe. C'est plus que la classe là. Pour accueillir Kevin Lévy, il ne fallait que ça de toute façon. Oh, waouh, c'est beaucoup ça. J'ai hâte de parler avec toi parce que nous sommes à quelques jours de la Saint-Valentin. Alors la Saint-Valentin, bien sûr, synonyme d'amour, de fidélité, mais aussi parfois d'infidélité. Bien sûr. Je crois que c'est un sujet que tu connais un petit peu. On a eu la chance de se côtoyer. Ouais. Qui, dans la salle, a déjà été infidèle? Alors, mets-moi là. Hein. Excusez-moi, qui n'a jamais baisé? Il y en a un qui applaudit. Le pauvre, il a dû être trompé tout le temps, lui. Lui, c'est le cocu par excellence, lui. Je le connais. Bah, on fait partie de la même famille, bah, bien sûr. Mais avant de parler de tout ça, j'aimerais bien un peu te connaître un petit peu davantage, comprendre un petit peu ton parcours, d'où tu viens. Je suis né à Paris en 1988, j'ai donc 36 ans. Il y a une mouette qui valide. Voilà, mon papa était coiffeur, ma maman attachée de presse et je suis là. Et en 1988, 1995, dans cette période, tu te rappelles de cette enfance heureuse? Ouais, une enfance avec plein de péripéties. Tu vois, mes parents sont séparés, j'avais 2 ans. Ah oui. J'ai eu la chance d'avoir un papa, on dit un beau-père, mais j'aime pas trop ce terme parce que c'est plus qu'un papa pour moi, qui est le papa de mon petit frère avec qui j'ai grandi et qui était pote avec mon père, donc c'était facile en termes de relations. Et puis voilà, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées dans mon enfance, mais qui font partie de la vie et chacun a ses problématiques et son bagage à traîner avec soi. Et après, il faut juste essayer de le gérer et de pouvoir, dès qu'il y a un truc un peu négatif qui t'arrive dans la vie, bah, tu le rends positif et puis ça roule, quoi. Alors lors de nos quelques conversations, tu m'avais parlé aussi de tes premières années à l'école, qui était un petit peu compliqué peut-être. Ouais, une cata. Ouais, l'éducation nationale, c'était pas fait pour moi. Français, histoire de Charlemagne, le compas, le rapporteur, tout ça, ça n'a jamais été mon truc, j'ai jamais adoré l'école. Il y a eu un disconnect en fait avec l'école et toi. Ouais, c'est-à-dire de dire c'est comme ça, c'est pas autrement, il y a quelque chose qui me plaisait pas et je pense que j'étais un peu marginal, donc ça rentrait pas dedans. Moi j'avais envie de rire, j'avais envie de déconner. Mais dès qu'il y avait un prof qui sortait un peu des clous, qui disait mais qu'est-ce que t'as envie de faire toi, vers quoi t'as envie de tendre et qui amenait les élèves vers une passion, vers quelque chose de positif, mais j'avais envie de le suivre. Et là, par contre, je me tenais à carreau, j'étais à fond. Ah oui. Et sinon, mon objectif, c'était de faire le con en permanence. Ouais. Tu savais déjà que tu avais cette attraction vers l'art, vers la danse, le chant? Je chantais, mais comme ça, tu vois. Mais après, quand j'étais petit, j'avais donc Pierre, qui est mon beau-père, voilà. Il avait un truc, c'est que quand les gens venaient à la maison, on faisait des grands dîners comme ça, puis ils se levaient et racontaient des histoires drôles. Ah oui. Et ouais, et les gens arrivaient, s'ils étaient pas bien, ils n'avaient pas forcément le moral, parce qu'une journée de merde, parce que le quotidien compliqué. Et lui, il se levait, il faisait des blagues, et les gens étaient morts de rire. Et puis il repartait avec le sourire, et je me disais, putain, mais il a un super pouvoir en fait. C'est-à-dire qu'il arrive à changer l'humeur des gens. Je pense que c'est là
qu'est venu le truc où je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire rire les gens. Tes parents, ils devaient devenir fous, oui. Ils étaient dans l'acceptation de la réalité qui était Mes face à parents, eux. ils sont aussi ils sont un peu à part aussi. Ils se sont dit, bah, il a envie de partir vers autre chose. Ils m'ont plutôt accompagné, ma mère surtout, elle m'a plutôt accompagné en disant, Ah oui. bah, tiens, s'il a envie il a envie de chanter ou il a envie de faire du théâtre, pourquoi pas le mettre dans une école qui lui convient au lieu de le laisser dans un truc où il est malheureux. Je trouve ça assez admirable de la part de tes parents parce que déjà être papa, maman, tu le sais aujourd'hui c'est quand même assez compliqué de pouvoir identifier d'une manière ou d'une autre la manière avec laquelle tes enfants vont pouvoir s'épanouir. Ouais. Donc de pouvoir être OK avec le fait de pouvoir peut-être prendre un chemin différent, aussi dangereux que ça puisse être. Ouais. C'est assez admirable Bah, finalement. d'être à l'écoute de son enfant à ce moment-là, ouais, Ouais. c'est bien. Franchement, de m'avoir poussé là-dedans et d'avoir dit, bah tiens, ça, t'as l'air d'avoir envie de ça, on va t'accompagner là-dedans, c'était une bonne idée. Après, il n'y avait pas beaucoup de sous, donc fallait s'arranger. C'est des écoles quand même qui coûtent un peu d'argent parce que c'est des écoles privées, donc Bien sûr. ils sont pas à l'éducation nationale, donc il fallait travailler en même temps. Je travaillais dans des restos, dans des boutiques, j'ai fait la plonge, je faisais que des trucs un peu compliqués, mais en même temps, ça t'apprend plein de choses. Parce que tu te dis, putain, j'ai pas d'autre choix. Et je pense que quand tu as envie de faire ce métier, si tu as un plan B, c'est moins évident. Alors que si c'est ton oxygène et c'est ta passion, c'est ça ou rien, ça te pousse à faire des trucs assez fous. Et donc à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe alors? Donc tu as 16, 17 ans Ben, maintenant. je fais 2 ans d'école. Ouais. Donc la formation elle est assez dure avec des spectacles de fin d'année qui sont au Café de la Gare. La première année on fait Dorian Gray, le portrait de Dorian Gray. Donc moi je fais Dorian Gray, donc c'est quand même génial en termes d'expérience. Et puis il y a des producteurs qui me remarquent un petit peu. Il y en a un qui s'appelle Serge Tapierman où il m'engage dans une comédie musicale qui s'appelle Le Livre de la Jungle. Donc là je fais le roi des singes. Ça s'invente pas. D'accord. Je fais ce personnage-là. Et en même temps, j'avais un autre, Jacques Ravelot-Duparc, qui est un metteur en scène qui fait beaucoup d'opéra, d'opérettes, de comédies musicales dans toute la France, qui m'engage aussi sur plein de spectacles. Donc je sors de l'école et tout de suite, en fait, j'ai des contrats. Donc j'ai 18-19 ans et je commence déjà à chanter dans des opéras, à chanter dans des zéniths, dans des comédies musicales. Donc c'est assez dingue à ce moment-là. Donc là, tout le monde se dit, tu vois, je te l'avais dit, que ça le ferait. Et là, le monde d'artiste, justement cette relation avec le bien-être, le calme, le bonheur, est-ce que c'est un petit peu compliqué? À 17-18 ans, tout est brouillon. Oui. Tu prends tout, tu sais pas, tu vas en force, tu donnes tout pour être sur scène, pour performer, pour être le meilleur possible. Mais t'es pas du tout dans une quête de attends, calme-toi, fais de la méditation, respire, pas du tout. T'es dans presque t'es un sportif qui va se faire une élongation toutes les 3 secondes, quoi. T'es à fond tout le temps. À 22 ans, je me pose et là je me dis j'ai envie d'autre chose. Grâce à un mec qui s'appelle François Darmini, qui est un photographe, je vais voir et il me prend en photo, tout ça, puis il me dit au lieu de prendre le rôle des autres, si tu écrivais ta propre histoire. En fait, ça commence comme ça. Et je me dis, bah bon, mais écrire, mais je sais pas écrire, moi, j'ai pas été à l'école. Et puis petit à petit, je me dis, bah tiens, il a raison. Il me dit, si jamais tu as des projets, présente-les-moi et moi, je t'aiderai. Donc j'écris sur des cahiers, des blagues, quoi, des vannes, tu vois. Et j'ai écrit un programme court qui s'appelle Faut pas pousser, la série qui laissera une trace. Et tout se passe aux toilettes, en fait. Donc, ouais, bon, après, t'es con à 22 ans. T'es pas en première classe tout de suite. Hein. Avec des potes, on a écrit 450 sketchs. Ah oui, carrément. Ouais, on a fait 84 épisodes et on l'a vendu à une chaîne qui s'appelait l'Énorme TV. Et on a vendu 84 épisodes. Et là, t'as te dit, ouais, ça y est. Ben oui, je me dis ça. En fait, ce que j'ai écrit a séduit le patron d'une chaîne de télé et a dit, bah ça, j'y crois. Alors que pour moi, c'était une blague. On va pas faire un programme court dans les chiottes, quand même. Le mec, il me dit, c'est tellement barjot que j'y vais. Et je me retrouve au premier jour où ils sont en train de monter les décors. Et en fait, ils montent les décors des chiottes que j'avais imaginé. C'est dingue. Non, mais c'est con. Hein. Moi, c'était une blague. Et là, très sérieusement, tout le monde dit, alors, ça te va, les murs? Mais c'est les murs de chiottes, là. Et en fait, je me suis dit, mais la vie est un jeu. Alors, jouons.
Après, qu'est-ce qui se passe alors du coup? Après cette série, on fait une saison complète et je rencontre Tom Leb par hasard, parce que Aurore, donc ma femme, fait The Voice, la sœur de Tom fait The Voice. Il vient à la maison, on rigole et le lendemain on écrit un sketch. Et le surlendemain on en écrit un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Putain, sans faire gaffe, on se retrouve avec un spectacle. On se connaissait pas et on devient comme frères, quoi, tu vois. On est 7-7 ensemble, 20 heures sur 24 ensemble, à écrire, à avoir des fous rires, mais inimaginables, à pleurer de rire. Et puis je dis, bah viens, on prend un théâtre, puis on va jouer, quoi. Et il me dit, mais on fait comment? Je dis, j'en sais rien. Moi j'appelle un théâtre, je dis, bonjour, on a un spectacle. Je sais même pas combien de temps il dure, j'en sais rien. Il me dit, bah ouais, mais la location s'étend. J'ai, écoutez, on n'a pas de sous, mais on peut vous payer après la première représentation. Elle dit, ouais. Je dis, bah alors go. Donc on prend une représentation, la salle faisait 70 places. J'avais un peu compté par rapport à la location. Et là, j'appelle tous mes potes, je dis, les gars, venez, les gars, ils veulent tous venir. Je dis, par contre, c'est 15 balles la place, faut nous aider. Il faut absolument payer parce que... Ouais, parce que sinon je ne vais pas pouvoir payer le théâtre. Donc ça va être compliqué. Et donc on joue la première représentation, carton. Je dis mais c'est fou. Et on se retrouve un mois après en première partie de Gad Elmaleh à l'Olympia. Waouh. Ouais. Le tremplin, paf. Bah là, tu sais pas. Donc là tu as dû prendre quand même un sacré coup positif, une sacrée vague qui te dit, bon allez, t'es encouragé certainement. Alors d'abord, tu t'es terrorisé. Ouais, certainement. T'as 13 minutes pour convaincre. Ils sont 2008 dans la salle, ou 2000 dans la salle. Et là, pendant 13 minutes, ça rit, mais non-stop. Et là, je dis, mais c'est fou. Ça devait évidemment, au duo, ça lui donne une confiance en se disant, on va tout manger, tu vois. Donc le samedi 1er mai, on est à l'Olympia. Ils sont 2000. Il fait 13 minutes, Gad, il vient, il dit, les gars, c'est incroyable. Et je crois le samedi d'après, on jouait donc au théâtre Beau-Saint-Martin. Il s'était 17. Ah ouais, donc... Donc à ce moment-là, tu développes une relation super proche avec Tom. Ouais. Et là, vous partez sur 7 ans de mémoire. 7 ans, ouais. Hein, 7 ans où vous êtes sur la route tous les deux et vous faites vos spectacles. On fait autant, c'est vraiment les montagnes russes parce qu'on fait des salles de 1000, 1005 et des moments où c'est très très dur à remplir, notamment à Paris, c'est pas évident. Après on passe par tous les passages des jeunes artistes, c'est-à-dire on se fait arnaquer par un pseudo-producteur. Donc là ça devient très difficile parce que le mec a de l'oseille, le mec a de l'âge et il connaît et nous on a juste envie. Donc on croit à ce qu'il nous dit, puis en fait c'est un peu un voyou quoi. Donc là on commence à se faire arnaquer, ça abîme un peu le duo parce qu'on perd du temps, parce qu'on ne peut pas jouer pendant 6 mois, parce que le mec nous empêche de jouer. Si on lui donne pas une certaine somme, on n'a plus le droit de jouer, il met des avocats sur le coup. Nous on peut pas mettre des avocats là-dessus, donc on ne peut pas tenir. Donc là on commence à prendre des crédits pour essayer de le rembourser parce que notre seule ambition c'est de jouer. Donc vraiment on se fait arnaquer par un mauvais mec. Et puis on trouve quand même la force grâce à l'amitié, l'amour de repartir, de se dire allez, une fois qu'on a casqué le mec, on repart. Et là on est reparti pour 3 ans je crois. Là c'est vraiment c'est ascendant, ça monte bien et tout. Et Tom a beaucoup de propositions de son côté, personnellement. Et ça, je pense ça affaiblit aussi un peu le duo, parce qu'il commence à aller tourner des films, tourner des séries, tourner des choses, il revient. Donc il y a quelque chose, il y a un déséquilibre, comme un couple. C'est ce que j'allais dire. C'est un couple finalement. Vous êtes un couple. Ouais, de toute façon, vous étiez un couple. Ouais, c'est ça, c'est un couple. Le seul truc, on n'a pas couché ensemble. Enfin, en tout cas, je ne peux pas le dire. Et donc, ça déséquilibre un peu le duo, jusqu'au moment où il me dit, écoute, j'arrête. Je le sens. On s'est toujours dit, s'il y en a un des deux qui a plus envie, il faut arrêter. Et je pense qu'il était fatigué. Le duo était fatigué. Il fallait arrêter. Donc, au bout de 7 ans, c'est un chapitre. Ça s'est arrêté. Quand Tom lâche, le duo arrête le duo, moi je prends une première gifle parce que je dis merde, j'ai pas d'autres propositions. Donc pour moi c'est assez compliqué. Professionnellement je prends une chute et je prends un premier KO. Et après je me rends compte que je suis cocu.
Donc là, je prends. Ah, donc au même moment. Ouais, au même moment. Ah oui. Et là, je prends, ouais, là, je prends Donc un là, KO. difficile. Ouais, là, je prends un vrai Ah ouais. KO. Difficile. Ouais. Là, ça, ouais. Là, je déguste là. Et donc là, tu rentres dans une phase que tout le monde connaît à un moment donné dans sa vie. Tu vois, tu prends cher, tu tombes et comment on fait pour se relever? J'ai regardé quelques statistiques en préparation à notre conversation. Ouais. Tu veux savoir un truc assez marrant? Il y a 230 000 mariages par an en France. Ouais. Devine à combien de divorces annuels? Je sais pas, 235 000. à peu près la moitié. Donc, la première raison du divorce, c'est l'infidélité. Bien sûr. Voilà. Peut-être. Est-ce que tu as fait une sorte de constat sur tout ça, toi? En fait, je crois que c'est la vie, c'est normal. Le cancer de l'être humain, c'est l'habitude. Il y a un moment donné, il a besoin d'autre chose. C'est pas qu'il l'aime pas, mais il a besoin de se surprendre. Et en fait, d'ailleurs, je pense que il y a une phrase, moi, qui a dicté ma vie, c'est « personne n'appartient à personne ». Oui. On est seul et on meurt seul. Donc ce truc du couple, il est incompatible avec ce qu'on est. Ça veut pas dire qu'on peut pas vivre toute notre vie en étant heureux avec la même personne. Ça veut pas dire qu'il faut tromper pour être heureux. Ça veut dire qu'il faut juste être en adéquation avec soi-même, c'est ce que tu as dit et c'est ce que tu dis. Mais simplement, on n'a pas de morale à donner aux gens. Il y a des gens, ils vont dire, mais moi ça fait 60 ans que je suis avec ma femme, j'ai jamais désiré une autre femme. Super. J'ai été cocu, j'ai fait cocu. Moi je me suis pas fait gauler. J'ai gaulé la personne. Le ressenti que tu as eu, ça a été une énorme colère? Non, non, non. Ah, non, même pas de colère. Oh là là, non, non. Non? Même pas. Ah non, non. Mais non, parce que j'ai ce principe que personne n'appartient à personne. Je savais que ça pouvait m'arriver. Puisque, heureusement qu'elle ne m'appartient pas et que je lui appartiens pas. C'est une entité elle-même. Elle fait ce qu'elle veut, finalement. Oui. Quand ça arrive, c'est ton ego qui prend un chaos. Mais là, et là, mais c'est l'ego qui mange. Oui, t'es KO. Bah ouais. Je sais que c'est compliqué à comprendre. Les gens disent, ah mais moi jamais j'accepterais. On t'a pas demandé de dire t'acceptes ou t'acceptes pas. Mais comment toi tu réagis par rapport à cette situation? Au début, tu prends du recul parce que t'es KO et tu essaies de te remettre en question toi en disant mais qu'est-ce que j'ai fait de mal moi pour qu'on en arrive là? Je suis aussi un peu responsable forcément. Donc tu te réinventes. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu le moment où tu as pris la décision d'écrire sur ce sujet qui est quand même assez complexe, Ouais. Et puis au moment où tu as décidé de l'appeler Cocu? Ouais, parce que c'est quand même... C'est vrai qu'il y a des étapes. En fait, j'ai appelé une copine à moi qui s'appelle Lina Lamara. Et je l'appelais, je lui racontais mais heure par heure ce qui se passait. Je suis en bas de l'hôtel, je suis machin, je suis truc, je l'ai gaulé, du machin. Et elle, au lieu de me plaindre, elle riait. Je dis arrête de rire, elle me dit pardon mais c'est tellement drôle, tu devrais en faire un spectacle. Je dis non mais attends, c'est ma gueule. Un spectacle là-dessus, tu rigoles. Et puis avec le temps, en réfléchissant un peu, je me dis putain c'est peut-être pas con en fait. Et en fait j'étais tellement malheureux que j'ai commencé comme ça à écrire ce qui se passait en fait. Alors au début tu l'écris peut-être comme un journal intime, puis comme j'ai une faculté à vouloir rire de tout, je commence à en mettre des vannes. Parce que c'est mieux. Vaut mieux en rire. Et je me soigne en fait. En écrivant ce spectacle, je me soigne. Et après le spectacle, je voulais l'appeler Largué. Mais ça, c'est l'antichambre de la vérité. Parce que larguer, c'est larguer les amarres. J'ai été largué. Et j'appelle une copine et elle me dit pourquoi tu appelles pas de Cocu? Non, mais j'ai quand même. Enfin, quand même. Bah, tu mets Cocu en jaune, on a tout compris. Attends, c'est chaud quand même, Cocu. Et je mets Cocu en jaune, et puis tu sais, avec les lumières, comme ça qu'on voit bien, en gros. Je dis, mais t'arrêtes. C'est pas d'amalgame. Voilà. On parle bien de ça. On parle de Cocu. Et sur l'affiche, qui est mon ami Alain Assouline d'ailleurs, qui est canon et qui fait l'affiche, il fait alors le Cocu. Je me retourne, j'explose de rire, paf, il prend la photo, et je dis, bah là voilà l'affiche. Le Cocu qui se marre. Donc ça part là-dedans. Et au début, les théâtres me disent, ah, non, non, on prend pas un spectacle qui s'appelle Cocu. Ah non, non. Je dis, ok, enlevez le titre. Ah non, j'enlève pas le titre. Bah non. Mais non, je veux absolument, je pense que ça va intéresser les gens de parler de ce sujet. Et pas un mec qui a assumé un jour d'avoir été cocu. Jamais. Moi, jamais je t'aurais trahi. Je t'ai trompé, mais je t'ai pas trahi. Mais si tu la trouves avec un mec à l'hôtel, tu fais quoi? Je la quitte. Heureusement que ton père était moins con. Donc, premier spectacle,
De mémoire, ça se fait un 14 juillet, un 14 février, Non, pardon. non, C'était quoi déjà l'histoire? Non, il y a la directrice du théâtre de Nantes qui me dit allez, moi je prends le spectacle, on va jouer le 14 février. Donc aujourd'hui. C'est ça, on est le 14. C'est ça. Ouais, on est 14. Et je dis non, mais pas la fête des amoureux, on va faire cocu. Tu vas voir. La salle pleine à craquer, que des couples qui se tenaient le bras et qui étaient là, genre, raconte-nous ton truc. Il y a des gens qui l'ont vécu, évidemment, des gens qui sont pas au courant, qui sont en train de le vivre, enfin, il y a plein de trucs. Mais ça amène ça amène un échange. Parce que tout le monde sait que c'est possible, personne ne se l'avoue, et de se dire que quelqu'un est capable de l'avouer, bah, il y a quelque chose, tiens, j'ai envie de savoir ce qu'il a envie de dire. Moi, au début, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un tel engouement autour du spectacle, parce que c'est incroyable, je pensais pas. Mais au final, je vois que les gens, ils sont chauds, quoi. Ah oui. Et les interactions, quand je dis qui dans la salle a déjà été infidèle, mais non, mais attends, mais tous les soirs, c'est un autre spectacle. Tous les soirs, j'ai une histoire différente, mais des histoires extraordinaires. Une fois, il y a une meuf, elle me dit, bah moi, j'ai déjà été infidèle. Ah bon oui, bah d'ailleurs, je suis avec mon amant et mon mari garde les enfants. Non. Et... si tu veux, je raconte derrière mon histoire, elle est banale à côté, tu vois. Donc ça amène en fait une liberté, et c'est un prétexte pour qu'on soit un peu plus libre, Oui. et de dire, même si tu as une catastrophe qui t'arrive dans ta vie, viens, on se marre. En fait, ce spectacle, c'est une avancée dans la vie d'un mec qui est un peu paumé, puis finalement, je dis la chance du cocu. Et en fait, c'est vrai, la chance du cocu. Regarde, déjà là, je suis là, mais c'est parce que j'ai été cocu. Donc quand t'as une merde qui t'arrive, soit tu dis, ouais, y a rien qui va. Ou alors, soit tu dis, bah tiens, je vais essayer de rendre cette merde, ça m'est arrivé pour une raison. Et de le transformer en quelque chose de positif. Et moi, mais merci de m'avoir fait cocu. Mais merci d'en avoir chié autant. Parce que du coup, je me suis rencontré. Et j'en ai écrit ce spectacle. Ça va être top ou Bah, quoi? vive la vie, hein. Vive la vie. Happy by the sea. Happy by the sea. Happy by the sea. Bravo, magnifique.